avant de tromper. Tu sais que si tu trompes, potentiellement, il y aura séparation. Donc après, te dire, ouais, mais peut-être que la personne va me donner une deuxième chance. J'étais matrixé par les questions. Il y a des questions, mon frère. Oh là là. Ben, shout out à toutes tes ex. Non, La même personne que t'aimes tous les jours, mais là, sur cet instant T, là, tu la détestes de ouf. Quand je vois la différence dans l'œil de l'autre, ça me touche. Quand actuellement, je me rends compte que, de par ma couleur de peau et de par mon style, mon apparence, eh ben, je crée des choses désagréables dans l'œil de l'autre. Salut à toutes et à tous, vous êtes sur Arkema. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Sodad dans On dissèque le cœur. C'est un format dans lequel on aura l'occasion de parler de ses valeurs, de ses vices, d'amour, d'amitié, en bref, d'humanité. Tu as débuté en 2019 en publiant des vidéos guitare-voix sur Instagram. Ouais. Puis, chaque année, tu nous as fait le cadeau de single. Et finalement, en 2023, le 8 décembre, tu nous as offert ton tout premier album, Sodad. C'est ça. Cet album porte ton nom d'artiste. C'est comme si tu cherchais à te présenter au monde, à expliquer qui est l'artiste et aussi bien nous donner des morceaux de l'humain qui est derrière l'artiste. Ton nom d'artiste et ton nom d'album semblent loin d'avoir été choisis au hasard. Saudade, c'est un mot utilisé au Brésil. Il décrit une forme de nostalgie, de mélancolie, de manque. Il contient à la fois une dimension de tristesse parce que l'objet de Sodad est perdu ou inaccessible et une dimension de plaisir liée justement à des souvenirs qui sont positifs. Ce terme, en bref, il est difficile à traduire en français et c'est comme si ça reflétait la complexité qui est de te traduire toi. Ton album parle d'émotions, d'histoires passées, de rêves, de réalité, mais surtout beaucoup d'amour. Et parler d'amour, ça, on aime bien. Donc logiquement, on a eu envie de disséquer ton cœur. L'ensemble des morceaux ont été composés par Zi, avec lequel tu formes un binôme. Il est justement ici présent. La musicalité de tes prods est très brute, très organique. Lorsqu'on écoute ta musique, on imagine naturellement les musiciens qui accompagnent ta voix. Et vous êtes en harmonie, c'est vraiment trop beau à entendre. Merci. D'ailleurs, cette image, elle est complètement confirmée par ta façon dont tu as de te réaliser sur scène. On a eu beaucoup de chance de pouvoir le voir sur scène performer en mars 2024 à Genève, à l'Undertown, où tu étais justement accompagné de ton band et aussi de tes frères du 26 Classique, le label dans lequel tu évolues. Et il y avait aussi Lestin, ton frère. Ouais, qui est chez AP, mais c'est la même... C'est la même maison. Ouais, c'est la même famille. Ok. Merci encore pour ce moment de partage. Tu as une énergie et vraiment tu as une capacité à faire qu'on est tous ralliés dans le moment présent. Et ça, c'est super fort. Merci à toi. Beaucoup. On a adoré ce projet. Moi, personnellement, ça faisait trop longtemps que j'attendais un projet comme Sodad. Et vraiment, du coup, je suis hyper contente qu'il soit sorti. C'est une réussite. Bravo à toi. Merci beaucoup. Et on invite tous ceux et celles qui ne sont pas encore tombés sous le charme de Sodad d'aller voir et d'aller découvrir Le Cœur Ouvert. Vous ne serez pas déçus. Maintenant, moi, j'ai une petite question, si je peux me permettre. N'hésite pas. Est-ce que si on stream Sodad, on devient Soda Stream? Totalement. Dédicace à Zi. Est-ce que tu as 2 mots à dire sur toi, sur ta musique? Bah, ce que je pourrais te dire, c'est allez écouter. Hein. Ma musique, elle est, comme tu dis, elle reflète bien le terme Sodad. Ce côté un peu contrasté entre l'ombre et la lumière, la joie, la tristesse, la mélancolie, la nostalgie. Enfin, je trouve que c'était ce qu'il fallait pour décrire ma musique. Et donc après, il faut écouter. Ok, trop bien. Tu vois ta musique de quelle couleur? C'est une bonne question, ça. En termes de couleur, je la vois vraiment dans une sorte de bleu. Je vois ça quand même assez sombre, mais pas vraiment. Donc peut-être entre le coucher de soleil et la nuit noire, quoi. Enfin, vraiment entre... Ok, un bleu un peu océan sur le coucher de soleil. Ouais, vraiment un bleu qui commence à s'assombrir, mais qui n'est pas encore tout à fait sombre. Tu vois toujours la lumière dans tout ce qui est négatif. Pas un bleu sombre, mais un bleu profond. C'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu es plutôt du genre à laisser la vie appliquer son karma ou à agir pour le rééquilibrer avant qu'il te rattrape? Alors attends, laisse-moi réfléchir à cette question. Parce qu'au final, le karma de la vie, on le subit, qu'on le veuille ou non. Bah moi, je suis pas d'accord avec ça. Ok. Parce que j'ai l'impression que
sais, on a tendance à dire ouais, mais ça c'est le karma et tout, c'est le karma. Et justement, être presque passif, voire victime de son karma. Finalement, on est acteur peut-être de notre karma parce que. Ouais, ça c'est sûr, clairement. Le karma, c'est quoi? C'est faire des bonnes actions pour équilibrer les mauvaises et après essayer d'accumuler les bonnes actions pour justement attirer des bonnes situations, des bonnes personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, en vrai, on pourrait être proactif, non, dans notre karma? On pourrait, mais en fait, la vie, elle t'apprend aussi parfois que tu auras beau être dans des bonnes actions, selon où tu te trouves, selon tout un tas d'éléments extérieurs à ta volonté à toi, bah, tu peux te retrouver aussi dans des choses désagréables, sombres ou peu importe. C'est sûr que si tu fais du bien autour de toi, ben, techniquement, tu vas récupérer quand même pas mal de choses positives, tu vois. Mais parfois, t'as beau être positif dans ta vie, tu comprends pas pourquoi. C'est ça, tu vois, il y a des cycles, t'as toujours un moment où tout se passe bien et puis d'un coup, tout l'inverse. La retourne. C'est ça en fait. Donc du coup, oui, on peut être proactif, mais je pense qu'il y a quand même des limites. La vie, elle est faite comme elle est faite et il faut juste savoir rebondir quand il le faut, quoi. Ouais, et apprendre des situations négatives. C'est ça, en fait. Justement, tant que tu vois la lumière, si t'es dans le sombre ou peu importe où t'es, bah, tu seras, entre guillemets, toi, dans le positif. Ouais, c'est intéressant, ok. Dans Demain, tu dis « On s'est blessé par jalousie pour ce tort que t'as voulu venger 100 fois. Cœur de pierre, tu as assoupli pour y vider un chargeur de sang-froid. » Est-ce que tu penses que la tromperie noircit plus le cœur de la personne qui le fait ou celle qui le subit? Exact. C'est une bonne question, ça. Je pense que la personne qui le subit, forcément, ça lui noircit le cœur de façon assez intense. Après, la personne qui le fait, en fait, ça dépend de pourquoi. En fait, ça dépend de pas mal de choses, tu vois. Je pense que les deux sont noircis, c'est juste qu'il y en a un des deux qui ne s'en rend pas compte. Celui qui trompe. Celui qui trompe, je suis pas sûr qu'il se rende compte que ça atteint son cœur, tu vois. Ça dépend pas des conséquences. Tu vois, si la personne... Non, quand tu trompes, tu connais les conséquences. Oui et non. Il y a des gens qui donnent des deuxièmes chances, il y en a d'autres, non. D'accord. Ça, c'est... Ok. Donc, regarde, admettons, t'as trompé. D'accord. Avant de tromper, tu sais que si tu trompes potentiellement, il y aura séparation. Donc après, te dire, ouais, mais peut-être que la personne va me donner une deuxième chance. Ça, c'est une possibilité, mais c'est très probable que ça n'arrive pas, tu vois. Mais il y a quand même pas mal de gens qui trompent et qui se cachent longtemps. Donc à chaque fois que quelqu'un trompe... L'option la plus présente, en fait, c'est elle le saura jamais. Voilà. Oui. C'est pour ça que... Oui, d'accord. Ouais. Souvent, tu as quand même l'espoir, j'ai l'impression, que l'autre personne ne le saura jamais. Ouais. Mais est-ce que ça atteint pour autant moins ton cœur? Bah, c'est ça la question. Je pense pas. Est-ce que ça atteint ton cœur parce que tu as des conséquences à tes actions ou est-ce que ça atteint déjà ton cœur juste d'avoir fait cet acte? Moi, je pense que ça atteint ton cœur d'avoir fait cet acte. Ok. Directement. Parce que, en fait, si tu as peur que la personne parte parce que tu fais ça, bah, pourquoi tu le fais? Tu vois, genre, pourquoi faire, tu vois? Si pour toi, ça va être invivable de vivre sans la personne que tu trompes, pourquoi tu la trompes? Donc ouais, non, je pense que ça te noircit le cœur, c'est systématique, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu vois cette personne en face et que tu fasses comme si de rien n'était, tu vois. Et si tu l'as trompé plein de fois, ça veut dire que partout où tu vas, tout ce que tu fais, t'es jamais serein, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, je pense que forcément ça t'atteint, tu vois. C'est juste que peut-être que tu t'en rends pas compte. Forcément, t'es pas fort. Ouais, parce que en fait, tu sais, tu te sens vif dans l'idée, tu vois. Tu te dis, carrément, tu as un petit. Tu sais, tu te dis, je contrôle le truc, tu vois. Je sais pas, c'est comme. T'as une route. Ouais, c'est ça, tu vois. T'as des gens qui ont besoin de ça, d'adrénaline. Après, peut-être pas forcément de tromper les gens pour le ressentir, mais ils ont besoin d'adrénaline dans leur vie, tu vois. Mais ouais, je pense que les deux, ils sont atteints, c'est sûr. Parce que tu peux pas promettre quelque chose à quelqu'un, donc entre guillemets, c'est une promesse de vie en couple, donc de respect mutuel et derrière de trahir cette promesse et de t'en sortir indemne, genre, je pense pas, tu vois. Ouais. Je pense vraiment pas. Mais j'ai l'impression que quand même la personne qui est trompée, c'est pas son cœur qui est noirci, tu vois, parce qu'elle a rien fait de mal. Elle est juste en train d'être affectée par quelqu'un qui a, pour moi, le cœur noirci. Mais finalement, son cœur, il reste pur, tu vois. Et il est triste, certes, mais
il n'y a pas de vice en elle. Du coup, il n'est pas noirci. C'est comme ça que je le vois. Bah, en fait, moi, je vois qu'il y a... En fait, je vois ce que tu veux dire, mais en gros... Alors, si elle reste et qu'elle se torture, après, peut-être que... Mais même sans ça, juste le fait de donner ton cœur à quelqu'un, tu vois, de faire confiance et d'être trahi, bah, je pense que ça modifie ta vision de ce que tu appellerais la confiance, en fait. Oui, bah oui. Tu vois. Ouais. Et donc, forcément, t'as un cœur. Parce que du coup, bah, tu auras beaucoup plus de mal à le donner, tu auras beaucoup plus de mal à faire confiance. Et tu as même des gens qui rentrent dans des parano, des trucs pas possibles, tu vois. Donc, non, je pense que c'est vraiment une blessure pour les deux côtés. C'est juste que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes conséquences, quoi. Ouais, c'est pas les mêmes conséquences, ça, c'est sûr. Carrément. C'est vraiment, je pense, la confiance, après, c'est difficile à la refaire, ouais. C'est ça, tu vois. Après, je sais pas où toi, tu places le cœur dans cette histoire. Quand tu me dis que toi, que ça noircirait pas le cœur de la personne trompée. Mais combien il y en a des gens qui sont trompés et qui, après, ils sont en mode, vas-y, one life, fuck, c'est toujours pareil. Tu vois, ton cœur, il est complètement noirci, là. Si toi, tu vois la vie, le monde comme ça, tu te dis pas juste la personne en face, c'était pas la bonne. Il y en a on est des milliards sur Terre, je trouverai la bonne. Non, tu te dis, ah, vas-y, tous des connards, tous des connasses, tu vois. Enfin, désolé, je dis des gros mots. C'est ça, c'est que souvent, les personnes qui trompent, ça arrive qu'ils utilisent ça comme justification. Moi, on m'a fait ça, maintenant j'ai plus confiance, donc voilà. Ça, c'est quand... Ça montre bien que leur cœur, à un moment donné, a été noirci. C'est une conséquence, ça. Ça en eux, peut-être, mais... Tu sors pas indemne de ce genre de situation, surtout quand t'es vraiment sincère dans ta démarche, tu vois. C'est sûr que, non. Plus t'es sincère, plus tu tombes de haut, hein. Après, il faut accepter, tu vois. C'est comme ça que tu vis des Le monde, il est comme il est, l'être humain, il est comme il est, et si on veut pas se mentir à soi-même, il faut l'accepter à des moments, tu vois. Quand c'est pas la bonne personne, quand c'est pas le bon moment, quand c'est pas le... il faut l'accepter, tu vois. Je suis d'accord. Dans Chargeur, tu dis, t'as tout ce qu'il faut pour me plaire, je fais tout ce qu'il faut pour te perdre. Explique. Bah, tu vois, des fois, t'es dans une relation avec une personne qui te plaît à tous les niveaux, qui a tout ce qu'il faut pour te faire grandir et potentiellement, toi, tu as tout ce qu'il faut pour faire grandir la personne aussi. Mais dans le timing de ta vie, tu n'es pas prêt pour ça, tu vois. Tu n'es pas encore arrivé à un moment où tu es prêt à abandonner tout comment dire... Tes objectifs? Ouais, pas forcément tes objectifs. Ouais, tes objectifs, ta vie, enfin... Je sais pas comment dire, l'engagement, c'est quand même quelque chose mode de vie. C'est ça, tu vois. Changer tous tes paramètres, c'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Et si t'es pas encore sûr de quitter et de ce que tu veux être, ben, ça peut créer ce genre de situation où tu as une personne qui peut tout donner pour toi, qui est la personne parfaite pour toi, mais t'arrives pas à le voir, tu vois. T'arrives pas à le voir, mais là, t'as l'impression de le voir, non? Tu sais que... Ouais, mais c'est parce que dans ce titre-là, c'est un... pardon. Tu vois, il y a du recul, tu vois, avant. Mais sur le moment, quand tu as la tête dans le guidon, toi, tu vois pas ça. Toi, tu es dans ta vie et voilà. Ok, intéressant. Et du coup, des fois, tu sais, en fait, les relations humaines, c'est ça qui est marrant, c'est que des fois, tu vas connecter avec une personne. Moi, là, je parle de relations amoureuses. Amicales, après, c'est encore d'autres paramètres, mais tu vas connecter avec une personne. Et en fait, tu vas montrer que le bon côté de ta personne jusqu'à ce que, bon, voilà. Tu te vends un peu. Tu te vends totalement, tu vois. Parce que tu veux, entre guillemets, avoir la possibilité de connaître plus la personne, etc. Enfin, tu veux que ça se passe, tu vois. Et tu veux plaire. Et puis, à un moment donné, il va falloir que tu sois toi. Parce qu'au début, tu peux faire tout cet effort-là. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne se montre pas vrai directement? Ça fait le tri. Parce que du coup... l'autre personne n'est pas déçue, elle t'accepte oui ou non. Dès le début, il n'y a pas d'attachement plus que ça. Ouais, bah c'est le processus de la séduction. De la séduction, ouais. C'est comme ça qu'on nous l'a appris. Je pense pas que... Enfin, dans une utopie parfaite, oui, effectivement, on pourrait se dire que ce serait plus simple de juste être nous. Et voilà, tu vois. Mais ça enlèverait une partie du jeu quand même. Parce que plaire, c'est quand même un moment agréable, tu vois. Je pense que le début d'une relation, c'est vraiment un truc qui est basé sur un pseudo-mensonge quand même. Parce que, ouais, clairement. Parce que, oui, tu te vends, tu vois. Donc, tu vas montrer les meilleurs côtés. Non, tu fais pas caca, non, tu vois. Mais comment tu sais que... c'est ça, en vrai, tu vois. Je vois trop ce que tu veux dire, mais d'un côté, comment tu es sûr que... tes mauvais, c'est toi qui perçois tes mauvais côtés comme mauvais côtés, mais peut-être qu'elle va les percevoir comme une force. Mais tu le sais pas au début, parce que la personne, tu la connais pas.
Bah ouais. Donc en fait, t'assumes que... La problématique, elle est là en fait. En vrai, c'est juste parce que tu rencontres quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Et donc à partir de là, tu te protèges. Et toi, ta protection, c'est quoi? C'est de te dire, il faut que je sois juste parfait en fait pour cette personne. À ses yeux, en tout cas, entre guillemets. Il faut que je sois attrayant, il faut que je sois intéressant, faut que je sois... Et c'est après que ça devient intéressant parce que pendant toute cette période-là, qui durera le temps que ça durera, vous serez dans le mensonge. Et c'est le jour où la vérité, elle arrive, entre guillemets, où tu pourras plus faire semblant et elle non plus, que là, vous allez vraiment savoir si vous matchez ou pas, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est ça le processus. Ok. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que tu sais si la personne, elle ira avec toi ou pas jusqu'au bout, tu vois. Ouais. Mais ça peut durer du temps. Ça veut dire, il y a des gens, ils sont dans le mensonge pendant des années. Ouais. Et du coup, la rupture, elle est très dure, tu vois, derrière. Ouf, parce que il y a déjà l'attachement. C'est ça. C'est pour ça que, enfin, je pense que c'est plus simple, en tout cas, de directement être vrai et de poser des questions pour avoir les réponses. Parce qu'autrement, on s'attache à quelqu'un qu'on connaît même pas. Mais ça, je t'explique, c'est que je pense vraiment que tu n'auras jamais les réponses dès le départ. Parce qu'ils mentent, tu dis. Parce que tu es dans un processus où la personne que tu as en face de toi, elle te plaît physiquement ou pour je ne sais quelle raison, et tu as envie de lui plaire. Ouais. Donc tu vas placer tous tes pions comme sur un échiquier, tu vois, pour caler ton échec et mat, c'est tout. Après, tu sais pas si au moment où ça va se faire et que les choses elles vont avancer, est-ce que vous allez vraiment faire quelque chose ou pas, tu vois. Mais tu pourras jamais le savoir au début, c'est impossible. Oui, ok, mais je vois. Tu vois? Non, mais c'est compliqué. Mais d'un côté, ça veut dire qu'il désire une personne qui n'est pas ta personne. Et c'est ça que je trouve triste, tu vois? Ouais. Finalement, on a un processus très tordu de. Ouais, clairement, je suis totalement d'accord. Je préférais qu'elle désire ma version, ma vraie version. Et c'est là où je me dis, ok. Bah, mais c'est là où tu joues au loto à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. C'est que tu sais jamais vraiment. Je préfère jouer au loto maintenant que jouer au loto dans 6 mois. Toi, oui, mais la personne que tu auras en face de toi, elle sera peut-être pas d'accord. Bon, et même si elle te dit oui, moi je suis d'accord, et ben tu ne sauras que au moment où vous allez dormir ensemble dans la même pièce, payer vos factures, faire caca dans les mêmes toilettes. Mais je suis trop d'accord, et c'est pour ça qu'en vrai, il y a autant de complications et autant de souffrances dans l'amour, je pense, parce qu'on a des timings différents. Des vérités différentes, on choisit quand on veut les dire, etc. Bah ouais, mais tout est formaté de toute façon, tu vois. Ben moi, soyez honnête dès le début, les gars. Tout est formaté. Là, l'honnêteté, c'est un truc qui se gagne. Je sais pas comment dire, c'est comme le respect, c'est comme tout ça, tu vois. Après, quand tu trouves que l'honnêteté, ça se gagne? Bah, à partir du moment où tu rencontres quelqu'un, qu'elle te plaît, et que tu dois faire des efforts et des manigances pour pouvoir lui plaire, et de l'autre côté, c'est la même chose, bah pour moi... on n'est pas dans de l'honnêteté pure et dure. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Alors que quand tu te réveilles, la personne est là, caca dans les yeux, tout ça. Là, on est dans l'honnêteté, on est dans la vérité. Elle peut pas se cacher, elle peut pas faire semblant, tu vois. Et toi non plus, tu vois. Et là, si on s'aime pas, on va le savoir tout de suite. Ça va être radical, tu vois. Donc, non, je pense qu'on a un processus d'accroche un peu particulier parce que ça passe par ce prisme du mensonge, entre guillemets, tu vois. Mais non, je pense que le plus problématique, c'est que les gens n'arrivent pas à passer le cap d'après, tu vois. Dans Courage, tu dis, c'est hyper dur, si jamais, de pas chanter cette phase, je te jure. À chaque fois que j'ai trop la mélo. Mais chante, mais n'hésite pas, chante. Il nous faudra du courage. Non. Dans Courage, tu dis, il nous faudra du courage avant que l'on s'aime. Je resterai si tu soulages mes douleurs et mes peines. Est-ce que tu penses que l'on aime une personne pour ce qu'elle nous apporte ou pour ce qu'elle est, réellement? J'ai l'impression que la frontière entre les deux, elle est très fine. Parce que forcément, la personne, quand tu vas la rencontrer, elle va t'apporter quelque chose, même si tu ne seras pas forcément conscient sur le moment, mais elle va forcément te renvoyer quelque chose qui te fera ressentir quelque chose d'agréable, de positif, de transcendant, bref, qui s'apparente peut-être à de la passion ou autre. Et c'est ce qui fera que tu seras poussé vers cette personne. Donc je pense qu'il y a de ça en fait là-dedans. Il y a ce que la personne t'apporte et il y a aussi ce qu'elle est. Et les deux sont imbriqués en fait. Et que ce soit dans l'amitié, quand tu rencontres quelqu'un, lui les bonnes vibes, on rigole bien. Et en fait cette personne-là t'apprend qu'elle fait quelque chose qui va dans ton sens ou en tout cas qui est sur ton chemin. Eh ben vous allez faire ce que vous avez à faire. Et peut-être que si cette personne elle faisait autre chose, un truc qui n'a rien à voir, vous auriez pas fait le chemin que vous aviez à faire. Ensemble, Donc il y a forcément un truc commun dans les relations en général, je pense. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au chemin, où tu la retrouves dans ton chemin. Et justement,
Je pense que si la personne, tu l'aimes pour ce qu'elle est et non parce qu'elle t'apporte certaines choses que tu as besoin, peut-être c'est quand justement tu la pousse à évoluer dans son chemin, quitte à que ce chemin il soit plus forcément en lien avec ton chemin. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'essaies pas de la pousser vers la personne que tu voudrais qu'elle soit, mais la meilleure version d'elle-même. Ouais, carrément, à fond. Ouais, je vois totalement, mais je suis d'accord avec cette vision. C'est juste que j'ai quand même l'impression que le départ, il part de du bien, en fait, c'est ça, d'un intérêt commun, entre guillemets, que vous allez trouver. Après, oui, sur le chemin de ce qu'on pourrait appeler de l'amour fraternel ou autre, à un moment donné, il faudra forcément se positionner. Et si la personne, elle est son énergie ou sa volonté, elle va à l'encontre de ce que toi tu dois être, ou l'inverse, il y aura une rupture à un moment donné. Tu vois. Donc oui, je pense vraiment que les deux vont de pair, en fait. D'abord, on s'attrape parce que on a une alliance commune, un intérêt commun ou quelque chose, et ensuite les choses elles se créent et on se pousse, quoi. Tu vois. Mais c'est difficile. Nous, on a beaucoup réfléchi par rapport à cette question avec Carmel. Et même là, maintenant, c'est difficile de savoir vraiment pourquoi tu aimes une personne. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'elle t'apporte certaines choses ou parce que c'est vraiment elle? Est-ce que quand tu aimes ses défauts, c'est aussi parce que ses défauts, ils t'apportent quelque chose aussi? Enfin, c'est difficile. Du coup, je comprends trop ce que tu dis de c'est fin le truc. Et on s'est dit que peut-être finalement, c'est quand justement il y a une rupture où la personne elle décide de partir, enfin, c'est son absence en gros, elle impacte pas ta personne, tes valeurs, etc. Peut-être que c'est là où tu peux te dire en fait je l'aimais pour ce qu'elle était, pas parce qu'elle m'apportait quelque chose, parce que là je me sens encore entier sans cette personne. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai. Mais après c'est une réflexion tellement profonde en fait au final, parce que ça voudrait dire que pour avoir ce point de vue-là, il faudrait que la personne ne soit plus dans ton cercle, en fait. Donc du coup, les 3/4 des personnes que tu côtoies, tu le sauras que si jamais un jour vous êtes amené à... Tu vois, enfin c'est... Oui, ça c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, tu pourras jamais te poser et te dire mais attends, parce que tu pourras pas savoir ce que ça va te faire si cette personne elle est pas là, si elle est encore dans ton entourage, tu vois. Donc peut-être faudrait juste se dire est-ce que cette personne m'apporte, j'arrive à me l'apporter moi-même, tu vois. Ouais. Et si c'est le cas, peut-être que... Mais tu seras dans la spéculation si la personne est encore là. Oui, alors vrai. Que si tu es dans le fait et que c'est dans le concret là, concret là, c'est sûr que tu auras entre guillemets potentiellement ta réponse, quoi. Mais ouais, les relations humaines, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est sûr. On va pas trouver la réponse aujourd'hui. Non, je ne pense pas. Et si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, n'est-ce pas? Merci. Et on avance, on met des briques. Exact, peu à peu. Lorsqu'on fait exprès de rester dans le doute, on le fait souvent pour éviter une vérité sombre. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on s'empêcherait pas aussi de voir une vérité qui pourrait, elle, être lumineuse? Ça voudrait dire que rester dans le doute, ce serait comme une forme de déni? Ouais. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Après, si toi, tu as une autre image du doute... Moi, je pense que le doute, c'est un processus de réflexion archi important. Ouais. Et que genre, sans ça, t'avances pas, en fait. Tu vois? Donc, je suis pas sûr que le doute, ce soit quelque chose qui t'empêche de voir une réponse ou autre. Au contraire, je pense que c'est le chemin vers la réponse. Ok. Tu vois? C'est le moteur de la remise en question. Ouais. Ok. Parce que si tu t'es retrouvé dans cette position de doute, c'est que en toi, tu sais que la réponse, elle n'est pas aussi évidente que ça. Et que du coup, il va falloir que tu puises en toi, que tu ailles chercher, que tu y réfléchisses vraiment profondément. Et ce sera peut-être dur, etc. Donc pour moi, non, le doute, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas du tout un refuge, tu vois. Mais du coup, c'est trop intéressant parce que nous, on voyait ça d'une autre manière. Et peut-être qu'on voyait plus, tu sais, le moment où tu t'assois dans le doute et tu fais rien pour en sortir. C'est comme si tu étais dans une grotte et tu n'oses pas poser la question ou tu n'oses pas prendre de risques pour avoir les réponses parce que tu as peur de devoir construire avec les réponses que tu vas avoir en sortant de la grotte, tu vois. Mais alors du coup, je sais pas si c'est du doute. C'est peut-être autre chose. Parce que pour moi, vraiment, le doute, c'est genre, je vais te donner un exemple tout con, j'ai fait une boucle, j'ai écrit un texte et en fait, sur le moment, j'ai kiffé, le lendemain, mon cerveau il m'a envoyé une information genre, mais est-ce que tu as vraiment creusé le truc?
Et là, tu rentres dans le doute, tu vois. Et là, tu te dis, ah ouais. Et donc, tu as deux choix. Soit tu lâches l'affaire, tu te dis, vas-y, flemme, je ferai autre chose ou j'y penserai plus tard. Soit tu creuses vraiment et tu passes par toutes les étapes de, ouais, je suis une merde, je trouve pas, blablabla, jusqu'à ce que la lueur, elle revienne. Tu ne sais par quel processus, tu vois. Mais en vrai, c'est tant que tu es actif dans ton doute, je pense qu'il est positif, il est bénéfique. Carrément. Mais si tu lâches en chemin, tu vois, et tu es juste là en mode dans ta grotte, tu vois. Carrément. Ouais, j'avoue, carrément. En fait, moi, je vois le doute comme un tunnel. Il y a un début, il y a une fin. Si tu t'arrêtes au milieu. Voilà, là, tu clairement. T'avances pas. Mais après, dire que tu te complais, je sais pas, en fait. T'as des gens qui ont peur peut-être de voir ce qu'il y a au bout. Potentiellement, ouais. Mais je sais pas s'ils se complaisent vraiment, tu vois. Mais je t'ai même pas vu te lever en vrai. Ouais, tu remarques pas. Ouais, de ouf. Je suis levé 2 fois. Incroyable. Parce que comme t'es dans le... Ouais, carrément. J'étais matrixé par les questions. Il y a des questions, mon frère. Oh là là. Vous m'avez pas dit de venir avec mon cerveau. Moi, je suis venu en détente, tu vois. Ah ouais. Ouais, mais les deux sont liés. Les deux sont liés. Parce que quand le cœur il dit un truc, si le cerveau il synthétise pas, on parle jusqu'à demain matin. C'est là, je vais la poser, même si du coup elle est très liée à celle qu'on vient de faire. Comment ça se fait que même lorsqu'on a conscience que quelqu'un n'est pas bon pour nous, on continue parfois à nourrir la relation malgré tout? Elle est compliquée la question, mais je pense qu'il y a plein de caractéristiques qui te poussent à rester dans des relations toxiques ou conflictuelles ou autres, tu vois. Comme tu as des gens, par exemple, qui ont des carences affectives, et donc pour eux, ce serait comme vivre un abandon, tu vois. Tu as des gens, je sais pas, ils ont pas été élevés par leur père ou par leur mère, ou enfin, ils ont eu des drames dans leur vie, et en fait, tout ça, ça se retranscrit dans leurs relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et en fait, du coup, la rupture, ça les remet face à cette situation-là d'abandon et de fin de quelque chose qui n'est pas forcément voulu, tu vois. Et donc, du coup, des fois, ce type de carence, ça peut t'amener à entretenir une relation qui n'est pas bonne, tu vois. Mais je pense qu'il y a vraiment énormément de... Enfin, là, c'est Oui, t'inquiète. Une vision, tu vois, mais genre... pas, Je pense qu'il y a 1 milliard de raisons, en fait, de rester. Parce qu'il y a la partie toxique, mais souvent, il y a aussi quelque chose qui te fait du bien aussi dans toute cette histoire, tu vois. Oui, de ouf. C'est tout le temps en relation avec nos blessures, finalement. Ouais, clairement. Après, c'est des déclics, hein. C'est des déclics. Ça dépend de où tu es dans ton processus de recherche de toi-même, etc., tu vois. Ouais. Parce que des fois aussi, tu as des gens qui restent bloqués dans des trucs comme ça parce qu'ils savent pas qui ils sont vraiment, tu vois. Les gens qui sont ensemble depuis des dizaines d'années, demain, tu te rends compte que la personne avec qui tu es depuis toutes ces années, elle est plus en adéquation avec toi. Enfin, vous communiquez plus, en fait, vous êtes juste dans un truc routinier, tu vois. Après, pour casser ça, il faut savoir quitter, tu vois. Ouais. Il faut du courage, comme il faut du courage, voilà, exactement. Il vous faut. Belle transition. Est-ce que, selon toi, beaucoup travailler suffirait pour réussir? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut beaucoup travailler, mais pour réussir, il faut plus que du travail, clairement, tu vois. Moi, je pense que réussir, c'est quand tu as atteint le but que tu t'étais fixé, entre guillemets, tu vois. Après, ça peut être la richesse, la fame, enfin, plein de trucs, tu vois. Est-ce que tu peux nous partager ton objectif que tu t'es fixé? Moi, mon objectif, très sincèrement, c'est d'être libre de mes mouvements et de pouvoir faire ce que je veux à l'instant T. Après, c'est utopique, tu vois, parce que on peut être libre de nos mouvements, on est libre de nos mouvements, tu vois. Mais après, il y a plein de choses qui font que, tu vois, la famille, donc au final, tu choisis pas vraiment tout, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu vois. Ouais. Dans le moment présent. À fond. Tributaire de rien. Enfin, ça, ce serait vraiment la réussite parfaite, tu vois. Après, moi, je pense que le travail, c'est bien. Et c'est archi important quand tu veux réussir dans un domaine, tu vois. Mais ça veut pas dire que tu vas réussir. C'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu vas réussir. Clairement. Et des fois, je trouve que c'est justement l'équilibre. C'est un équilibre à trouver entre travail et des fois juste les pauses que tu prends. Elles sont presque des fois plus importantes finalement parce que elles peuvent être... Des fois, tu as tellement la tête dans le guidon dans ce que tu fais que tu regardes même plus déjà si tu es toujours en accord avec où tu vas.
Et aussi, peut-être que justement, si tu prends des petites pauses et tu souffles un peu, des fois juste peut-être des opportunités qui sont sur ton chemin, ben, elles t'amènent beaucoup plus loin que si tu restes des heures et des heures et des heures. Là, je prends la musique, des heures au stud. Ouais. T'as levé la tête et t'es là, ah putain, ce gars, on pourrait travailler ensemble. Puis finalement, l'harmonie, elle fait que vous prenez un élan incroyable. Et du coup, des fois, je pense que c'est juste l'équilibre entre pause et travail. Moi, je pense que pour les créatifs, il y a un moment où t'es archi prolifique. Donc tout sort, c'est un flow, faut le prendre, faut l'épouser. Et il y a un moment donné où il faut que tu recharges, tu vois. Donc tu as besoin de vivre, tu as besoin de faire des choses, etc. pour pouvoir avoir, assez d'énergie, pour pouvoir rebalancer du flow, tu vois. Le travail, c'est important. Mais après, moi je pense que c'est très aléatoire, la réussite. Si on parle de la musique, par exemple, percer, comme on dit, ou avoir du buzz ou quoi, c'est des choses archi aléatoires. Donc toi, la seule chose sur laquelle il est important que tu te penches, c'est ce que toi tu as en main, est-ce que tu peux gérer toi, tu vois. Après tout le reste finalement vous êtes quand même tributaire de comment elle est réceptionnée, tu vois. C'est du timing aussi, tu vois. Quand tu sors un titre, je sais pas, tu vas te dire c'est l'été, je vais sortir un titre de l'été. Ça se trouve, les gens qui t'écoutent, ils ont pas envie d'entendre ça. Et le même son, tu le sors en plein hiver, genre juste après Noël, Nouvel An ou quoi, ça pète. Donc tu peux pas vraiment savoir. Je pense c'est de l'aléatoire, la réussite, vraiment. Tu vois, il y a beaucoup de chance, si on peut dire ça. Ouais, vu que ça dépend d'humain et que l'humain est complexe et pas stable, tu vois. C'est ça. Du coup, ça fait que c'est aléatoire. Ouais, carrément. Du coup, comment on sait quand faut abandonner? Abandonner quoi? Par exemple, quand t'es à fond dans un objectif et que tu vois que ça prend pas et ça prend beaucoup d'énergie, comment on sait quand c'est le moment de se dire bon allez, faut que je teste autre chose? Mais moi je pense qu'en fait, par exemple, admettons, t'as décidé que tu voulais créer, je sais pas, une paire de chaussures ou j'en sais rien, enfin même une musique, tu vois. Tu vas essayer un truc, c'est comme le doute, c'est un tunnel, tu rentres dedans, tu sais jamais quand est-ce que tu vas ressortir. Tu sais pas si tu vas réussir, tu t'en sais rien, mais pour moi, abandonner, c'est rester au milieu du tunnel. Ok, c'est pas sortir, mais juste rentrer dans un autre? Non, pour moi, c'est c'est être au milieu du tunnel. Parce que ça veut dire que t'as peut-être pas trouvé la solution, parce que t'as pas pris le temps, la pause justement, le recul, pour pouvoir trouver un autre moyen d'arriver à ton chemin, tu vois. Ok. Genre, en gros, tu commences le titre, t'es là, la finalité, elle est là, mais il y a 1 milliard de chemins pour arriver là, tu vois. Ouais. Toi, t'en as pris un, t'en as peut-être pris 2, mais il y en a encore. Et nous, on a par exemple travaillé sur des titres, des fois, ça a pris des versions et des versions. Un titre comme Inconditionnel, on a fait, je sais pas, une dizaine de versions faciles, tu vois. 13 versions. Il nous montre le producteur. Voilà, Zi a parlé. Donc, tu vois, 13 versions d'un même titre. Ouais. Ça nous a pris du temps. Et tu sais, derrière, tu as les gens qui te mettent la pression. Ah, c'est quand qu'il sort le son, blablabla. Et donc, si tu abandonnes à ce moment-là, tu as perdu, tu vois. Quand tu es déterminé à faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Si tu le ressens en toi, que tu sais que c'est ça, il faut juste que tu travailles dans ce sens-là et que tu prennes le recul, le temps qu'il faut. Des fois, ça se prend du temps, tu vois. Ça t'empêche pas de faire des choses à côté. Je pense que vraiment, dans l'art, en tout cas, il faut pas avoir peur de prendre du recul, tu vois. Vraiment, pour arriver à la fin du tunnel. Ouais. Bon, en tout cas, c'est hyper motivant, je trouve, ce que tu dis. Ouais. Allons-y. La défaite. Carrément. Je pense que oui, du coup. Est-ce que, du coup, le temps, il se traduit toujours par un gain en leçon ou des fois, on peut vraiment perdre son temps? Ah ouais, si on peut perdre son temps, c'est clair. En fait, après, il faut être en accord avec soi-même, tu vois. Dans le sens où, par exemple, moi, si demain, j'ai décidé d'être footballeur professionnel, même si j'y crois de ouf, je suis nul en foot, tu vois. Je suis très, très nul au football, tu vois. Et je sais pas comment dire, genre, si admettons, j'étais pas conscient d'être nul, j'aurais pu me perdre à me dire ouais, je vais faire une carrière. Voilà. Et oui, ça c'est vrai. Mais le temps en général, il te rattrape très vite. Peu importe ce que tu veux faire, à un moment donné, footballeur par exemple, à un certain âge, tu peux plus le faire. Parce que ton corps, il t'emmènera plus là où toi, tu as décidé de... Donc après, peut-être la musique, c'est encore différent, mais c'est vrai que souvent, tu as une fenêtre dans laquelle tu vas être performant par rapport à ton âge, par rapport à tes idées, etc. Et si tu n'as pas tiré dans cette fenêtre, c'est important de savoir aussi dire stop, tu vois. Te dire, voilà, je vais dans le mur, ça sert à rien, tu vois.
Mais c'est pas évident. Parce que quand c'est un rêve, quand ça touche à tout ça, ben, c'est sûr que le stop, il est beaucoup plus dur, tu vois. Ouais. Carrément. Sur qui est-ce que tu te reposes le plus dans ta vie? Mes piliers, ben, c'est mes proches. Hein. Okay. C'est les gens avec qui je fais ma musique. C'est Ziz, c'est Chris, c'est mon petit frère, c'est Sean, c'est Adèle, c'est... Et puis il y a aussi mes enfants, tu vois. Enfin, en fait, ouais, c'est mon entourage, mes piliers, clairement. Ok. Et donc après, dire que je me repose, je sais pas, mais en tout cas, si c'est ce que tu veux dire, c'est quoi ma base? Ouais, ben, ma base, c'est ma famille, en fait. Pour moi, c'est ma famille, tu vois. Ta famille, tes proches. Ouais, carrément. C'est beau. Est-ce que tu penses qu'un jour, on regrette vraiment d'avoir été trop bon? Ouais. Pour moi, si tu es amené à regretter d'avoir été trop bon à un moment donné, c'est que la personne ou la raison pour laquelle tu as été trop bon, en tout cas, pour moi, c'est qu'il y a une histoire de non-renvoi du respect, tu vois. Elle n'a pas accueilli ta bonté et du coup, elle n'a pas réagi en fonction de ce que tu lui as donné. C'est ça, tu vois. Tu as des gens qui sont ingrats. Moi, pour moi, c'est de l'ingratitude, tu vois. Oui, bah oui, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, des fois, tu peux être amené à te remettre en question à ce niveau-là et te demander est-ce que je suis pas juste trop gentil, tu vois. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. Mais est-ce que tu peux regretter vraiment d'avoir été trop bon? Ouais, je pense quand ton ego et ta sensibilité, elle a été marquée très fort pour une raison X ou Y, et ben, je pense que tu peux regretter. Ouais. Après, est-ce que c'est une bonne chose de le regretter? Comme je te dis, je suis pas sûr. Parce que ça veut dire que la situation, t'as pas été assez fort psychologiquement pour l'assimiler comme étant une expérience de vie, tu vois. Tu l'as pris totalement à l'ego et à l'émotion sans raison. Tu vois. Mais je sais pas, on se demandait vraiment si tu peux regretter vraiment la bonté. Finalement, peut-être tu regrettes d'avoir pas su mettre tes limites, mais tu regrettes pas d'avoir donné autant de belles choses à quelqu'un, tu vois. Peut-être tu regrettes d'avoir pas su te protéger toi ou t'aimer assez. Ouais. Mais est-ce que vraiment... Parce que ça a apporté du bon à l'autre, tu vois. Mais moi, pour moi, tu regrettes de ne pas avoir su te protéger quand tu es dans la raison. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu sais que là, ce que tu ressens, c'est juste le fait que tu n'aies pas anticipé la situation désagréable que tu es en train de vivre, tu vois. Alors que quand tu regrettes la bonté, tu es dans l'émotion totale. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, ah, il m'a trompé, ah ben, c'est tous des connards ou c'est tous des, tu vois. Ça veut dire qu'avec le recul, avec le temps, tu regrettes pas la bonté. Je pense que tu comprends pourquoi tu l'as fait et juste tu te dis, ben, je le ferai différemment ou je le ferai pas, peut-être juste, tu vois. Mais en tout cas, je pense que tu le vois différemment. Alors que sur le moment, tu regrettes, c'est sûr. Mais c'est de l'émotion, tu vois, c'est du vif. Ça dépend de ton cheminement personnel, tu vois. Ça dépend vraiment de ça. Parce qu'il faut puiser en soi pour pouvoir réussir à te dire, bon, ok, c'est pas de la faute de la personne qui m'a trahi, c'est peut-être de la mienne. Et c'est peut-être parce que moi, je me suis positionné comme ça qu'on en est arrivé là, tu vois. Moi, je pense trop ça. Ouais, mais c'est dur. C'est ça que je veux dire. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas. Enfin, c'est de la raison pour moi. Parce qu'en vrai, il y a toujours deux personnes dans une relation, tu vois. À fond. Et si on en est là, parce que peut-être moi, j'ai pas su mettre mes limites. Alors peut-être qu'il m'a poussé à bout, mais moi, j'ai pas su les mettre, tu vois. Donc je regrette mes limites et mon amour-propre, mais je regrette pas ce que j'ai donné. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais, parce que tu l'as donné avec sincérité. Voilà. Mais c'est une réflexion pour moi qui arrive que après avoir digéré la déception, etc. Donc à la fin, si tu as bien fait les étapes, si tu as bien fait ton deuil de la situation ou de trucs, bah tu regretteras pas vraiment, je pense. La méfiance te protège de la souffrance, mais elle t'empêche aussi d'atteindre le bonheur. Est-ce qu'au final, ça vaudrait pas la peine de souffrir un peu? T'inquiète, hein, je chemine. C'est très bien, j'adore. Moi, je pense que c'est important de souffrir un peu, vraiment. Tu vois. Parce que sinon, tu vis rien, en fait, au final. Tu vois, tu restes dans ton confort, dans tes... Et puis, ça t'empêche même de grandir. Tellement. En fait, simplement, tu vois. Donc, non, je pense que c'est important de prendre des risques émotionnels. Après, c'est important aussi de savoir les limites, du coup. Et là où t'as pas envie de prendre tes risques, tu vois. Exact. Il y a des trucs, des fois, c'est juste évident. Faut pas être tête brûlée non plus. Tu vois, c'est ça. Évidemment. Après, comme le reste, c'est pas facile de savoir quel
risques. À quel moment, ouais, là, genre, ouais, non, t'es hors de ta zone, c'est pas un bon délire, tu vois. Ils appellent ça le red flag ou je sais pas quoi, quand il y a trop de red flag. Red flaggers. Comment on appelle ça, là ceux qui voient pas les couleurs correctement, là. Daltoniens. Les daltoniens, tu vois. Non, il y en a, c'est les daltoniens de l'émotion, tu vois. Ouais. Et ils voient pas les red flags. Et ça, c'est beaucoup plus. C'est parce qu'ils apprennent pas des leçons. Ouais, ou juste ils sont pas, comment dire, dans leur évolution. Bah, ce calcul-là, il a pas été, pas été fait, ça a pas été, comment dire. Des fois, on a besoin de le vivre pour comprendre. Ouais, à fond. Et du coup, des fois, même si ta pote, elle te dit non, mais ça, c'est un red flag, t'as mais non. Ouais, c'est vrai. Mais t'as aussi beaucoup de personnes qui aiment reproduire les mêmes erreurs. Mais ça, c'est quand t'as pas appris la leçon pour moi. Comment tu l'apprends? C'est ça la question. Qui dit que tu l'as appris la leçon? Comment? À quel... Parce que tu vois, t'as des situations où tu vas dire ça m'arrivera plus jamais, c'est sûr. Et en fait, ça te réarrive, mais juste c'est un autre processus qui t'a amené exactement. C'est un Pokémon qui a évolué. C'est ça, tu vois. C'est un nouveau variant, tu vois. Okay. Et là, tu te retrouves dans la même position. Tu te dis, mais attends, à quel moment même tu vois bien les couleurs, des fois, tu les vois pas vraiment, tu vois. Ouais, donc, après, moi, je pense ce qui peut aider, c'est de vraiment conscientiser la leçon. Enfin, si tu as eu une situation où tu étais vraiment mal et tu as souffert, c'est de vraiment déjà te poser la question, ok, pourquoi la vie, elle m'a mis sur ce chemin? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et ensuite, si tu as réussi à faire ce travail-là, bah, tu es censé ressortir de ça avec une leçon. Et je pense, franchement, le fait soit d'écrire ou d'en parler à quelqu'un, ça cristallise ta leçon. Et du coup, ça t'empêche de retomber dans des vieux schémas et de dire, je suis encore dans la même merde là. Ouais. Parce que même tes potes, ils peuvent te dire, mais à part ça, rappelle-toi. Ou ton carnet, il peut te dire, rappelle-toi. Mais tu sais, le plaisir, c'est vraiment un truc qui chante pas mal de réflexes intelligents, tu vois. Genre, admettons, on rentre encore dans des relations d'êtres humains, mais tu tombes sur un queumé, je sais pas, magnifique, tu vois. Il est beau de fou, il parle bien, blablabla. Mais il y a ce red flag que toi, tu vois pas, mais que ta copine, elle a vu. Elle te le dit, mais toi, ça fait déjà, je sais pas, 2-3 semaines que tu parles avec le man. Et il est archi cool de ouf, tu vois. Tu vas avoir du mal à lui dire, bon, vas-y, on arrête de parler, ma pote, elle a dit un red flag. Et j'avoue, je l'ai peut-être un peu vu, mais tu vas avoir du mal. Tu vas te dire, ouais, mais peut-être que comme je le connais pas, peut-être que c'est une impression, mais on va aller voir quand même plus loin. Et en fait, en allant plus loin, tu te rends pas compte que tu te rentres dans une relation et que ça y est, les choses, elles s'emballent, vous êtes ensemble, c'est ton copain, c'est ta copine, et tu vois. Le fait d'avoir envie de vivre ce truc et cette émotion. C'est pas rationnel finalement. C'est ça, ça te sort du rationnel et t'as beau être réfléchi comme tu veux, tu vas aller dans le mur, tu vois. C'est ce que tu disais, t'as besoin d'aller vérifier par toi-même. Ouais. C'est ça, mais je trouve hyper intéressant ce que tu disais avant de me dire comment est-ce que qui sait, qui te dit, qu'est-ce qui te dit que t'as appris la leçon. Mais c'est ça, tu vois. En vrai, pour moi, c'est la vie. Genre, la seule chose qui va montrer que t'as appris la leçon, c'est que ça va plus se répéter. Ouais. Si ça se répète plus, c'est que là, pour moi, la leçon, elle a été acquise. Ouais, non, c'est vrai. En vivant. C'est vrai. C'est plus un schéma, t'as coupé. Ouais, carrément. Mais ça demande un effort de ouf, en vrai, de couper les schémas de construction qu'on se fait. Mais de ouf, grandir, ça fait mal, hein. On dit souvent. Ça fait mal, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, tu vois. Donc, ouais, non. Et souvent, c'est plus facile juste de retomber dans des relations que tu connais, t'es confortable, tu vois, avec ce genre de schéma. Mais carrément. Finalement, si la fin, à chaque fois, elle te fait souffrir. Mais c'est surtout que ça te fait pas grandir. Voilà. Tu vois, parce que ça veut dire que t'as une zone de confort dans laquelle tu te complais et t'as pas envie de sortir de là. Sauf que, visiblement, là où t'es, si t'en arrives à chaque fois à avoir des blessures, c'est que c'est pas bon pour toi, tu vois. Mais il y a une différence entre ce qui est bon pour toi et ce que tu veux. Donc à partir de là, est-ce que là tu es dans une position où juste tu veux ce que tu veux ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est ça la question. Une fois que tu as répondu à cette question, tu peux prendre les risques en fonction. Voilà. Et soit tu t'arrêtes au milieu du tunnel, soit t'en sors. Nice. Bien joué. On revient là-dedans. Mais ouais, c'est complexe. Mais en vrai, je trouve que prendre des risques et justement mettre un peu de côté sa méfiance, c'est juste, ça fait partie de l'expérience humaine. Sinon, tu stagnes et tu restes juste dans une zone de confort qui... Après, peut-être que des gens, ils vivent très bien dans ça, tu vois. Moi, c'est pas un jugement. C'est juste que moi, c'est à l'opposé de ma personnalité et de mes valeurs. Pour moi, faut que je... Ouais, faut qu'il se passe quelque chose. Ouais, autrement, je m'endors. Ouais, carrément. Quitte à souffrir, en vrai. Tu vois, au moins, t'apprends. Mais moi, je pense que c'est bien d'expérimenter. Qu'est-ce que tes ex t'ont appris?
Qu'est-ce que mes ex m'ont appris? Ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que la leçon a été cristallisée? Ouais, je pense que mes ex, elles m'ont appris à être un homme, tu vois. À être quelqu'un de réfléchi, je sais pas comment dire. Elles m'ont appris ce que je voulais pas, tu vois. Ok. Que tu voulais pas voir en toi ou tu voulais pas apprendre? Que je voulais pas avoir en moi, que je voulais pas tout court, tu vois. Genre, tu sais, tu vas rencontrer quelqu'un, vous allez vivre ce que vous allez vivre, et toi, tu vas faire une conclusion de tout ça à la fin. En gros, moi, à la fin, je me dis, ok, j'ai vécu ça, c'est pas ce que je veux. Donc, next, il faut que je m'approche de quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, parce que sinon, ça voudrait dire que je retombe dans la même chose, et donc, en fait, j'aurais dû rester là où j'étais, ou tu vois. Donc, à être plus proche de ton toi et de ce que tu veux. C'est ça. Être plus toi-même. C'est trop beau en vrai. Hein. Merci. Comme message. Non, mais du coup, merci. Tu t'approches de la version dont tu veux être, tu vois. Bah, c'est ça, tu vois. Bah, shout out à toutes tes ex. Non, Merci pour les travaux. Merci pour les travaux. Ben ouais, forcément. À fond. Excellent. Dans Par amour, tu dis, dans leurs yeux, je vois bien qu'il n'y a pas de parité. Ça ravive la mémoire de ma chair, qu'ils goûtent à la chaleur du fer. Pourtant, haïr, j'ai jamais su faire. J'ai arrêté de chercher la vérité, vu que chacun voit midi à sa guerre. Est-ce que l'histoire te met encore en colère? Ouais, à fond. Ouais, mais en colère parce que tu vois bien le monde dans lequel on vit, c'est des cycles, c'est tout le temps les mêmes erreurs, c'est tout le temps les mêmes conséquences, toujours les mêmes personnes qui payent. Donc ouais, le monde me met totalement en colère. Parce que moi, tu vois, je viens de Martinique et pour moi, l'histoire, elle est très compliquée et très floue. C'est des gens déportés pendant des siècles et des siècles. C'est de la souffrance, c'est des répercussions sur tout ça qui sont à moitié acceptées, mais enfin, c'est compliqué, tu vois. Ça fait pas 1000 ans que ça a été vu comme un crime contre l'humanité. Enfin, tu vois, elle est complexe, l'histoire, tu vois. Et pour moi, elle n'est pas encore achevée tant que les cœurs, ils sont pas apaisés, tu vois. Donc ouais, je suis encore en colère, clairement. Okay. Ça te prend de l'énergie? Ça dépend. En fait, moi, ça me prend de l'énergie quand je vois dans l'œil de l'autre que je suis encore là où je suis plus censé être depuis plus d'une centaine d'années, tu vois. C'est là où quand je vois la différence dans l'œil de l'autre, ça me touche. Quand actuellement, je me rends compte que de par ma couleur de peau et de par mon style, mon apparence, je crée des choses désagréables dans l'œil de l'autre, tu vois. Quand tu passes dans une rue et que tu as une dame qui va serrer son sac à main parce que tu passes près d'elle, je me dis, ouais, tu vois, c'est une dinguerie. On est en 2024. Mais c'est ouf, de ouf. T'as des gens qui te disent pas bonjour juste parce que c'est toi, tu vois. Donc, ouais, non, ça a vif. Ça a vif, clairement. Tu refais, je trouve, le constat dans Corner, où justement tu parles des injustices qui sont actuellement encore présentes en disant l'ascenseur social est bloqué au sol, donc mes frères on me les ferme. Ouais, parce que quand tu viens de ce que t'as dit. Quand tu viens de chez nous, tu es obligé de faire 2 fois, voire 3, voire 4 fois plus d'efforts pour réussir, tu vois. Et ça sera un fait. Après, on se complaît pas dans les larmichettes et dans les trucs, tu vois. On fait les choses, mais c'est un constat, c'est une réalité, c'est comme ça. Et ça fait très longtemps que c'est comme ça, et que c'est dit, et que c'est répété, mais voilà. Après, la question, c'est est-ce qu'un jour ça évoluera, j'espère. T'as vu un peu d'évolution ou... Ouais, il y a des petites évolutions à gauche, à droite, tu vois, mais tu sais jamais vraiment si ces évolutions que toi tu vois, si c'est du marketing, s'il y a un projet derrière. Tout ça, c'est politique. Je sais pas si c'est fake ou si c'est vraiment sincère dans le cœur de chacun. Et on le saura jamais en vrai. Donc c'est compliqué, il faut pas lâcher l'affaire. J'espère que les générations futures, parce que je vois quand même qu'il y a plus de mélange culturel, etc. Après, moi, je dis pas que le métissage, je sais pas quoi, c'est l'avenir ou je sais pas quoi. Je dis pas ça, mais je vois bien que les gens ont tendance à plus aller vers l'autre et à découvrir, tu vois. Donc, je me dis peut-être qu'on est sur un bon chemin, tu vois. Mais ouais, en tout cas, pour répondre à ta question, oui, l'histoire me touche encore, clairement. En vrai, pour que ça évolue, pour moi, le problème, c'est qu'il faut que les personnes qui bénéficient de ce système s'en rendent compte et le reconnaissent. C'est ça qui va surtout faire changer les choses. Parce que forcément, l'histoire, elle fait que le pouvoir, il est malheureusement encore d'un côté. Et tant que les personnes qui sont bénéficiaires font comme si de rien n'était, on n'avance pas. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, c'est toujours difficile, tu vois. Moi, je me rends compte. Bien sûr. Plus de facilité dans la vie. Ouais, je pense que c'est déjà tellement important et juste
de le reconnaître. Ouais, carrément. Bah, c'est un premier pas, tu vois, vers la justice. Mais ouais, ça va être long. Parce que nous, petit peuple, on aura beau le reconnaître et faire tout ce qu'on veut, c'est pas nous qui avons les manettes en main. Donc, justement, ouais. Les personnes qui ont les manettes. Si vous nous entendez, faites les choses, s'il vous plaît. Ah ouais. Non, vraiment. Ouais. Respectez les gens, putain. C'est triste. Pas compliqué, hein. Et j'espère qu'un jour, nos cœurs seront apaisés. J'espère aussi. Mais il nous faudra du courage. Exact. Avant que l'on s'aime. Tu sens me dire que ni avoir les yeux projetés sur l'avenir, ni les laisser repousser chemin dans la nostalgie de notre passé, ne rendent service. La solution serait donc de vivre sur le moment présent. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour être sur le moment présent? Alors déjà, moi-même, j'ai du mal à vivre le moment présent, tu vois. Okay. J'essaie d'être conscient de chaque instant, tu vois. Mais c'est très compliqué. Enfin, on vit énormément de choses. Et puis les moments où tu es avec toi-même, ben, c'est très difficile d'être dans le moment, tu vois. Tu vas forcément être dans une sorte de brainstorming ou de réflexion. Voilà, et donc à ce moment-là. Donc je pense qu'en fait, faut juste trouver un juste milieu, je pense. Tu vois, pas trop être dans le passé et pas non plus trop se noyer dans le futur. Juste être là où il faut au bon moment, tu vois. Parce que je pense que le passé, c'est quand même archi important pour construire ton futur, tu vois. De ouf. Donc de l'ignorer, ce serait complètement fou, tu vois. Ouais. Pas te projeter, ce serait fou aussi. L'entre-deux, tu vois, c'est que nous, on vit dans un monde où on nous pousse toujours vers l'avant. Il faut toujours réfléchir à après, le prochain coup, le prochain truc. Et du coup, tu n'as pas vraiment le temps de savourer ce que tu as déjà, tu vois, ce que tu vis déjà. Et donc, je pense que c'est important d'avoir des temps de réalisation du présent, tu vois. Ouais, d'avoir des petites victoires et pas forcément tout le temps. Ouais. Carrément, tu vois. C'est trop important. C'est pour ça, nous, souvent dans l'équipe, quand on a quelque chose de bon qui nous arrive, on le savoure à fond, tu vois. Trop bien. Genre, on essaie de prendre le temps de se dire, ah là, incroyable, il y a de la date, il y a des ci, il y a des ça, vas-y, venez juste, on kiffe, tu vois. Ouais. Après, bon, quand ce sera le moment du pain noir, on le mangera avec plaisir et on se dira, putain, tu te rappelles. Tu vois. Non, il faut savourer les petites victoires. Ouais, ça c'est très important. On n'a pas forcément de questions par rapport à cette phase, on l'a juste trouvée très très belle. Donc on tenait à te la lire, enfin à vous la lire, pardon. Dans Inconditionnel, tu dis « Cherche la raison à tort, car vérité est positionnelle. Je veux pas passer ma vie dans le noir. De mes yeux, je veux tout voir. Vu que la lumière est douce comme le miel, ce soir, pluie d'étoiles dans le square, lueur d'espoir, donc ma rétine s'engouffre dans le ciel. » Donc voilà, c'est juste que c'est magnifique, donc bravo à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc on sait maintenant que le son a eu 13 variantes. Ouais. Ah ouais. Mais c'est au niveau de la prod ou au niveau... Bah en fait, le truc c'est qu'à la base, moi j'ai fait ça en spontané, petite guitare, j'ai gratté mon texte à arrache, je me suis dit je vais mettre ça sur les réseaux, on va voir ce qui va se passer. Et puis après, ça a marché entre guillemets, à son petit niveau, tu vois. Et on s'est retrouvé dans on fait quoi en fait, tu vois, parce qu'il faut en faire un titre. Moi, je me voyais pas, à l'époque, j'étais pas du tout dans un truc acoustique ou quoi. Enfin, je faisais de l'acoustique parce que j'avais pas le choix, j'avais ma guitare et ma caméra, tu vois. Mais j'étais pas dans une, en termes artistiques, j'étais pas du tout concentré sur ça, tu vois. J'étais plus sur un truc de, en plus à l'époque, c'était la trap, tout ça, tu vois. Donc du coup, moi, je voulais faire un truc où il se passe quelque chose, tu vois. Mais mélanger les deux, garder quand même l'authenticité du texte tout en ajoutant cette partie un peu rythmée de drum, etc. C'était très compliqué de trouver le juste milieu, tu vois. On a essayé des trucs, on est parti dans des extrêmes, on a fait plein de trucs, tu vois. Et donc du coup, ça nous a mis 13 versions. Mais c'était super. La version finale est réussie. Avec le recul, c'était super. C'est juste que ça a pris un peu d'énergie sur le moment, quoi, tu vois. Ouais. À fond. Est-ce que la haine est une façon d'alimenter l'amour ou d'y résister? D'alimenter l'amour? Alors toi, tu verrais ça dans quel sens l'alimenter? Tout à l'heure, on en parlait justement, puis Carmel, elle a eu une bonne image. C'est est-ce que justement la haine, elle alimente l'amour? Imagine, tu souffles, les braises, elles revivent, donc ça alimente l'amour, ou la haine, elle épuise l'amour et du coup, ce serait le seau d'eau qui éteint l'amour. Mais peut-être que la haine, c'est les braises et que l'amour, c'est le souffle. Ouais. Parce que, en fait, pour moi, l'amour et la haine, c'est vraiment le même sentiment. Ok. Pour moi, c'est la même chose. C'est juste des contextes différents, tu vois.
Ok, carrément tu dirais que c'est le même sentiment? Ouais, moi je pense que tu peux pas haïr quelque chose qui t'est indifférent. Ça touche forcément à quelque chose pour lequel tu as énormément d'amour, tu vois. Et donc, je sais pas qui alimente qui, mais je sais que les deux sont vraiment liés, de ouf. Tu vois, tu vas aimer quelqu'un de ouf et il va se passer quelque chose et le monde, il va complètement s'inverser, tu vois. Tu vas passer dans quelque chose de beaucoup plus... Enfin, tu vas passer dans la haine, en fait, tu vois. Et ça veut pas dire que cette personne, tu l'aimes pas. C'est pas tout noir, tout blanc, il y a des nuances. Et pour moi, l'amour et la haine, c'est vraiment comme le yin et le yang, c'est la même pièce, tu vois. Ça dépend juste de où tu es sur le moment, tu vois. Ok, intéressant. Moi, je suis trop d'accord avec toi et je trouve que la haine, comme moi je le comprends, c'est souvent un manque d'amour qui nous est reflété par l'autre ou un manque d'amour de soi. C'est un peu comme si l'amour, tu vois, l'amour baisse, la haine remplit. C'est des choses qui évoluent ensemble. Ouais, carrément. Même dans une relation, il y a des moments où tu peux être amené à détester l'autre. Tu vois, à vraiment être dans une forme de haine en fait, tu vois, sur un conflit, vous pouvez passer dans la haine. Ça veut pas dire que vous vous aimez pas, au contraire, mais... Ça se prend trop à cœur en vrai, tu vois, c'est ça. Et dans la même relation, c'est la même personne que t'aimes tous les jours, mais là, sur cet instant T là, tu la détestes de ouf. Et pour une raison qui peut être totalement banale et superficielle ou autre, tu vois. Et voilà, c'est les émotions, c'est comme ça. L'amour, la haine, pour moi, en tout cas, c'est la même chose. Ouais, l'un n'existe pas sans l'autre. Non, ça, carrément pas. Tu peux pas aimer quelqu'un sans qu'il y ait potentiellement un instant de haine quelque part un jour, tu vois. Mais après, moi, je dis haine, peut-être que... Non, mais c'est pas aussi... Tu dis c'est pas aussi extrême. Tu vois, c'est ça. Mais ça s'y apparente, tu vois. Ça dépend juste de où tu places le terme haine, tu vois. Est-ce que tu es dans vraiment le haine, genre dans sa caricature, ou est-ce que tu es dans juste l'émotion que ça procure, tu vois. Dans un conflit avec ta meuf ou ton gars... Bien entendu qu'à un moment donné, tu côtoies cette émotion, tu vois. Sur combien de questions tu nous as menti? Oh, sur combien de questions j'ai menti? Ah ouais, fallait me dire que je pouvais mentir. On nous l'a jamais fait. Bah ouais, fallait me dire que je pouvais mentir. Parce que t'es là, tu dis que tu te vends. Je rigole. Non, moi je suis là en esprit, total. Je vous dis que la vérité, carrément. C'est bien. Ah ouais, fort. Ok, bah merci beaucoup pour ta sincérité. Il n'y a pas de souci, merci à vous de l'invitation. J'étais pas prêt. Ah ouais, ça m'a pris au dépourvu. Je me suis dit, il y avait moyen de mettre une disquette et tout. Comment? Ah ouais, j'étais pas au courant, merde. Quel artiste souhaiterais-tu voir s'exprimer dans ce format? Lestin, Noir, Lito, Wira, l'équipe 26, Costa. Ouais, non, il y a du monde, ouais. Trop bien. Est-ce que tu aurais une question que tu voudrais poser à justement une de ces personnes que tu viens de citer? Laisse-moi réfléchir. Ouais, parce que c'est tellement des gens différents, tu vois. Lestin, dis-nous, c'est quoi pour toi l'amour? Le coup de pression. Ouais, moi je veux l'entendre, moi. Incroyable. Tu en es où? Ah ouais. Trop bien. Bah merci. Tu es originaire d'Evry, du 9-1. Ouais. C'est quoi que tu préfères dans ta ville? Dans ma ville? Il y a trop de trucs. En fait, déjà, ce que j'aime, c'est le côté mélange, tu vois, culturel. Genre vraiment, t'as de tout dans la ville, tu vois. Et puis, je sais pas, l'ambiance, l'état d'esprit des gens, tu vois, en général. Ils ont la mentale. Ouais, ils sont déter, tu vois. Les gens de chez nous, ils sont archi déter. Et je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me construire, tu vois. Ok. Cette mentale-là. Donc, ouais, non, Evry, la déter d'Evry, c'est ça que j'aime le plus, ouais, carrément. Evry comme moteur. À qui est-ce que tu voudrais faire un big up aujourd'hui? Un big up? Bah, big up à toute mon équipe, hein. Big up à tout le 26. Ben ouais, parce qu'on ne va pas choisir qu'une personne, on est obligé d'en choisir plein. Et il y en a plein. Donc big up à tout le 26, big up à Monzi, big up à Chris. On dirait les deux frérots avec qui on roule notre boss depuis toutes ces années, avec qui je crée tout, avec qui je fais tout. Et Sodad, c'est eux aussi. Donc big up Adèle, big up tout le monde. Franchement, le 26 classique. Ok, ben un gros big up au 26 classique. C'était le On dissèque le cœur avec Sodad. Merci infiniment pour tes mots, ta sincérité. Franchement, c'était un immense plaisir de pouvoir partager toutes ces questions avec toi. Plaisir partagé.
On a essayé d'amener des réponses. Des fois, c'est pas possible. Mais comme elle a bien dit, on met des briques. C'est ça. Big up aussi à Genève. On est toujours là.